Qu'est-ce que ça vous fait toujours de voir cette route-là dans cet état-là? Vraiment, bon, je ne peux même pas m'exprimer tellement que c'est se dire. Donc on voit qu'on est oublié. Salut, je suis Sali Bilaliso et je vous parle de la Guinée. Avec les haut-parleurs, je vous amène sur les routes de mon pays. On va voir des paysages de fous, découvrir les richesses de la Guinée et rencontrer des jeunes qui se battent pour améliorer leur quotidien. C'est parti. Il est 8h et quelques minutes ici à la baie. Là, je vais prendre la moto pour Mali, une magnifique préfecture située à 120 km de la baie, là où je me trouve présentement. Elle est célèbre, cette préfecture, pour le Moloura qui se trouve là-bas. Mais pour s'y rendre, l'état de la route est très très inquiétant. Moi, j'ai choisi la moto parce qu'avec un véhicule de transport en commun, je suis quasiment sûr de tomber malade, tellement que ça secoue violemment. Mais la moto, c'est risqué. La distance, elle est longue et la piste avec la saison de pluie est glissante. Le véhicule est en panne, donc on a été obligé de marcher à pied en attendant qu'il nous fasse la réparation. Vous venez d'où? Je viens de Mali. La route, pratiquement, elle n'est pas si bonne. On nous a toujours promis, on va vous faire la route, on va vous faire la route. Là, on peut aller jusqu'à 40 km/h. Il faut profiter parce qu'on ne sait pas réellement l'état de la route parce que devant, surtout qu'il a plu ce matin. Ça y est, je suis arrivé à Mali avant la tombée de la nuit. Ça m'a quand même pris 6 heures du temps. C'est vraiment très handicapant de faire venir des touristes jusqu'ici. L'état de la route est tellement dégradé. Ici à Mali, à chaque fois, il y a des visiteurs qui viennent de tous les horizons. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir un petit revenu. Ces visiteurs, quand ils viennent, quand même, on peut gagner notre petit pain dans ça. Donc on va faire un petit thé avec les amis qui sont là pour passer un petit temps et après nous allons continuer notre balade nocturne parce que là il est presque 18h. À Mali, à part les panneaux solaires que vous voyez juste au-dessus de moi, il n'y a pas de courant électrique. Salut tout le monde, bien dormi. Ce matin, j'ai rendez-vous avec le secrétaire général adjoint des transports et des mécaniques générales de la préfecture de Mali. En fait, monsieur Alfomar, en quelle année date la dernière réfection de cette route? La dernière réfection de cette route, c'était en 1977. Depuis 1977. Il n'y a pas eu de gros investissements sur cette route. Et à un moment, même les 4x4 ne pouvaient pas passer par là. Cette route, elle est importante puisque non seulement elle désenclave tout l'ouest de la préfecture de Mali, donc elle relie la Guinée et le Sénégal. Donc c'est une route qui est très importante. Il y a plusieurs sites touristiques qui se trouve à Mali. Vraiment, si la route était bonne, tout touriste qui arrivait au Sénégal, il pouvait visiter Mali. Donc si la route là est réalisée, ça sera une bonne chose pour Mali et pour toute la Guinée.
C'est une route nationale que vous voyez. La situation part d'elle-même. On ne peut pas parler plus que l'image, parce que là, l'image est plus encore édifiante. On pouvait imaginer, et je pense que l'idéal serait vraiment de trouver une solution palliative à cette problématique, parce que les populations souffrent énormément. Vraiment, c'est fatigant, c'est déplorable. Nous sommes aussi de la Guinée, nous sommes des Guinéens comme tout le monde. On souhaite que l'État nous regarde un peu. Nous aussi, qu'on ressent qu'on est des Guinéens comme tout le monde. Pratiquement, il n'y a pas de jeunes dans les villages que nous avons pu traverser. Il n'y a aucun jeune. Un jeune ne peut pas rester ici parce que les parents comptent sur les jeunes. Il est 15h40. Là, je suis chez le patron de l'office préfectoral du tourisme qui va essayer de me parler des différents sites touristiques, mais également de son envie à développer le secteur. Quand le pays est stable, les touristes viennent beaucoup. Et quand ils apprennent que les gens se battent dans une préfecture ou autre, ils ne viennent pas. La tranquillité fait venir les touristes. En 2000, on a eu 60 touristes. 2008, 1346 touristes. 2018, on a eu 173 touristes. Mais le grand mal que nous avons, c'est que nous sommes enclavés. Et puis, le ministère du Tourisme n'a jamais pensé à Mali, parce qu'il n'y a aucun site aménagé dans Mali. On ne nous a jamais fait venir même 1000 francs. C'est l'État seulement qui a profité. C'est terrible, parce qu'on sait bien que des millions de francs guinéens ont été engloutis pour réparer les routes, mais jusqu'ici, rien ne profile à l'horizon. L'argent dépensé n'arrive jamais sur le terrain. Ça part le plus souvent dans des poches obscures. Le tourisme est une richesse plus intéressante que les ressources minières qui sont extraites avec des dégâts environnementaux incalculables. La Guinée doit devenir une destination touristique et je vais vous montrer pourquoi. Voilà, je suis arrivé au sommet du Moloura. Je vais savourer cet instant avec vous. Combien d'entre vous souhaiteraient venir ici pour passer leurs vacances ou congés? Si on répare un peu la route, vous allez venir. Promis, à bientôt pour une prochaine vidéo sur les routes de Guinée. Et allez voir d'autres vidéos chez les haut-parleurs. Vous voyez actuellement sous les manguiers, on est en pleine saison de mangue à Kindia. Il y a plus de mangues qui sont sous le manguier que sur le panier de la ménagère. Salut, je suis Sali Bilaliso et je vous parle de la Guinée. Avec les haut-parleurs, je vous amène sur les routes de mon pays. On va voir des paysages de fous, découvrir les richesses de la Guinée et rencontrer des jeunes qui se battent pour améliorer leur quotidien. C'est parti. Salut à tous, je suis Sali Bilaliso en Guinée. La dernière fois, on s'est demandé comment développer le tourisme dans la préfecture de Mali, au nord du pays. Cette fois, je pars au paradis des gourmands, à Kindia, la ville des fruits. Mais malheureusement, ces délices finissent souvent gâchés à pourrir sur le sol, car on manque de moyens pour les commercialiser. Alors, il faut que ça change. Allez, je vous embarque. Présentement, nous sommes à Lissa pour notre déjeuner. Donc, nous allons continuer sur Kindia. Dans 1 heure ou 2 heures, nous serons à Kindia. Vous voyez le soleil et la rivière Tilingouré juste derrière moi. C'est grâce à ça notamment que la région de Kindia est aussi fertile. En ce moment, c'est la récolte des mangues et ça va durer 2 mois. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'endroits où vendre les fruits. Du coup, beaucoup restent là à pourrir. Le seul moyen pour les écouler, c'est de les revendre en bord de route. Il y a des vendeurs dans toutes les localités que j'ai traversées. Mais cela ne suffit pas pour sauver toute la récolte. goɗɗum go si tawi a ɗemari makiti buy heɓa wano 25 mille wano 30 mille wano 50 mille no nafude men min sooda e piihoji amen koye ga buy ko ɗum men woni feƴƴinel.
Alors bien sûr, des fruits en surproduction, ça arrange les clients qui n'ont pas beaucoup de moyens. Là, je me rends chez un étudiant de l'université de Kindia et vous allez voir, chez lui, ça devient un repas très prisé. Car ici, les pécules mensuelles n'atteignent pas 15 €. Dans la vie étudiantine, il arrive à des moments, quand nous prenons le mois de mars comme ça, c'est des moments très difficiles pour nous les étudiants. Et la manque nous permet alors de remplacer beaucoup de nos provisions. C'est dans cette période réellement qu'on essaie d'économiser davantage. Ça nous permet de dépenser moins. Parfois, et quand on n'a pas les moyens à faire du riz, à préparer du riz, nous pouvons alors faire la sauce de mangue, acheter une mèche de pain et puis nous mangeons ça. Bon, même si ça arrange certains clients, c'est très pénible de voir toutes ces mangues à même le sol. Les quelques fruits qui survivent sont ceux qui sont consommés localement, transformés en confiture en petite quantité, ou bien ceux qui sont exportés hors du pays. Il faudrait des usines de transformation ou alors des bons transports vers les autres villes pour les revendre plus. Des fois, je peux peser 10 kg, 20 kg, ça dépend de la commande de mes clients. Je n'ai pas les instruments de travail, même si j'ai la volonté, j'ai l'idée, j'ai l'expérience pour faire la confiture, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas aussi l'emballage avec lequel je dois travailler. J'ai envie de me retrouver avec 50 travailleurs, ou plus même, dans 2 ans. C'est mon rêve, c'est pour cela que je me bats tous les jours quand on entend les conférences, les forums, les débats et autres. Partout il y a les forums, je vais pour exposer mes produits et les montrer que c'est normal. C'est-à-dire nous aussi on peut faire quelque chose chez nous. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien de nouveau. Hein. Tu as vu, j'ai envie de faire la chose, mais tu vois où je travaille. En organisant bien ce secteur, que beaucoup d'acteurs jugent prometteur, l'économie locale pourrait connaître un grand essor et ça créerait encore beaucoup d'emplois et de revenus. Mademoiselle Ba a encore une autre idée qui consiste à chasser les fruits. Avec le séchage, s'il y a une grande production, vraiment, il y aura aussi une grande rentabilité aussi. Nous utilisons un séchoir solaire à cheminée qu'on a confectionné nous-mêmes, mais n'ayant pas les moyens de se procurer un séchoir électrique, on produit à petite échelle. Si aujourd'hui on a la chance d'obtenir un séchoir électrique, on pourrait par exemple sécher 1 tonne par jour, on pourra vendre ça même à l'international. On essaie de bien couvrir pour ne pas que les mouches rentrent ou qu'il y ait de la poussière. Ici, on va laisser à l'intérieur du séchoir. Après le coucher du soleil, on vient, on retire les clés, on les met à l'abri jusqu'au petit matin. Après le séchage, le fruit peut être conservé pendant 1 an avec un emballage adapté à l'alimentation. Par exemple, moi j'ai opté pour des emballages biodégradables. Je vais aussi penser à l'environnement. Moi, si j'étais le maire, je mettrais au plus vite des petites usines de transformation, mais également une stratégie locale pour que les mangues et les autres richesses de Kindia profitent à tous les habitants. Des solutions innovantes doivent émerger pour impulser ce secteur qu'ils estiment être d'un fort potentiel. Et si c'était toi, qu'aurais-tu fait pour éviter les gâchis et pour que les citoyens soient moins désemparés face à la triste situation? En espérant vous retrouver à la 3e étape, je vous invite à regarder d'autres vidéos de haut-parleurs. Rien ne sert à dire qu'il y a une mine ici si toi tu ne vois que la bauxite passer ou le diamant passer sans bénéficier les retombées minières. Salut, je suis Sali Bilaliso et je vous parle de la Guinée. Avec les haut-parleurs, je vous amène sur les routes de mon pays. On va voir des paysages de fous, découvrir les richesses de la Guinée et rencontrer des jeunes qui se battent pour améliorer leur quotidien. C'est parti. Il y a quelques jours, je vous parlais du gâchis des fruits à Kindia, notamment les mangues, avec des solutions initiées par des jeunes. Cette fois-ci, je vous embarque pour Débélé, où on va découvrir une nouvelle richesse de la Guinée, la bauxite. La bauxite est une roche essentielle pour la fabrication de l'aluminium et mon pays en possède les plus grandes réserves de la planète. Mais est-ce que ce trésor profite aux populations qui vivent près des mines? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Tout autour de moi, vous observez cette couleur rouge qui recouvre cette partie de la Guinée. C'est la couleur de la bauxite. Cette roche contient l'alumine qui sert à fabriquer l'aluminium et tous les objets que vous imaginez. Normalement, cette richesse doit profiter aux populations locales. Le saviez-vous que notre production nationale a triplé en 3 ans? Donc cette ville de Débélé devrait être prospère. Mais regardez dans quel état est la ville.
Dans les autres zones minières, c'est pareil. Alors je me demande si réellement cette redistribution parvient jusqu'aux populations. Il y a du bosquet chez nous aussi à Débélé. On fait tout à Débélé et les jeunesses de Débélé ne sont pas aidées. Il faut qu'on achète l'eau pour boire et on a une seule forage dans une quartier. Pourtant, la compagnie des bauxites de Kindia qui exploite la mine assure qu'elle verse l'argent. Cette situation est caractérisée par une corruption généralisée. Des intermédiaires captent le plus souvent l'argent qui devrait revenir aux habitants. En plus, l'exploitation de la bauxite cause des dégâts environnementaux incalculables. C'est juste tout de même incroyable. Regardez, les populations ne peuvent plus l'utiliser presque. Ici à côté, tout autour, vous voyez des champs. Et pratiquement, on ne peut pas utiliser cette eau. Les populations avant cultivaient ici. Maintenant, elles ne peuvent plus. Depuis que je yili labera den ran walma be imuna va sto amuya nari muna ngoma na mere fa yibi alo yibi moli tan problème mon mais nana mu to ha gbe nak ouais rama li fang u yoko fende ma me mura bam bratu u yoko na fende ma ra bangu be kono mura bama. Face à ce triste et amer constat, les jeunes ne veulent pas rester les bras ballants. Ils s'organisent pour mieux revendiquer. Au lieu que les mines soient un facteur de réduction de la pauvreté, mais elles renforcent et elles créent de la pauvreté chez les communautés villageoises. Et ces richesses sont détournées de leur objectif au détriment des vrais enjeux du développement local de Kindia. Personne ne peut ignorer aujourd'hui, quand vous rentrez à Débélé, à Mambia, c'est un village qui ne ressemble à rien. Vous ne pouvez pas voir Débélé aujourd'hui et vous soyez fiers. À moins que vous ne soyez sur une autre planète. À Mambia, on pouvait faire 3 cultures de fonio, mais aujourd'hui, je mets tout le monde en défi pour montrer le contraire. On ne peut pas. Tu ne peux pas trouver un marché digne, même un terrain de football digne. Ça emmagasine la colère. Les jeunes, pour prévenir ça, qu'est-ce qu'il faut? Les sensibiliser, rappeler le droit de ces citoyens. Aujourd'hui, dans notre travail, nous continuons d'aller dans les quartiers pour sensibiliser les jeunes afin de les outiller sur l'engagement citoyen. Pour dire effectivement, si vous ne vous levez pas, si on ne se lève pas, les richesses que les sociétés minières donnent à notre collectivité, ça ne va pas profiter à notre commune. Il faut qu'on refuse cette façon de gérer la ville de Kindia. Oui, nous sommes bien sûr en Guinée où nos ressources sont exploitées avec un partage inégalitaire. Mais l'éveil de conscience des jeunes me donne un grand espoir. À travers des actions concrètes et concertées, les choses pourront changer dans pas si longtemps, à condition qu'ils ne lâchent pas prise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Soutenez le combat des jeunes de Débélé et à bientôt pour une prochaine étape sur les routes de la Guinée. Certains villages riverains se sont donné autorisation pour exploiter dans la forêt classée, même les zones intégralement protégées. Salut, je suis Sali Bilaliso et je vous parle de la Guinée. Avec les haut-parleurs, je vous amène sur les routes de mon pays. On va voir des paysages de fous, découvrir les richesses de la Guinée et rencontrer des jeunes qui se battent pour améliorer leur quotidien. C'est parti. La dernière fois, je m'étais demandé à quoi sert l'exploitation de la bauxite de Débélé. Cette fois, je pars au sud du pays, à Macenta, qui abrite la forêt des Ziama. C'est une forêt humide. L'UNESCO l'a déclarée réserve de la biosphère universelle. De même, l'article 16 de la Constitution guinéenne dispose que toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Le problème, c'est qu'en 2015, ce même État guinéen a autorisé des sociétés forestières à exploiter notre belle forêt des Ziama pour couper du bois et en faire du contreplaqué entre autres. Moi, je trouve ça dommage. Allez, je vous amène à sa découverte et à la rencontre de ceux et celles qui se battent pour la défendre. On est dans le cercle en fait de la forêt. On va vers le village Balachou, qui est l'un des villages sous la forêt aussi.
On se présente aux autorités locales, on les explique sommairement les raisons de notre présence dans leur localité. Malheureusement, ils refusent catégoriquement de nous recevoir, arguant que nous n'avons pas avec nous un ordre de mission. Elle pensait que nous avions l'intention de les nuire, parce que c'est comme toujours le cas, ils pensent quand quelqu'un vient pour filmer, quand quelqu'un vient pour réaliser, on essaie de scruter à la lettre ce que la personne va faire. Donc on a fait 80 kilos pour revenir encore en ville afin d'imprimer l'ordre de mission. Nous allons repartir tout à l'heure à la préfecture pour les démarches. Pour nous, c'est important de montrer ce qui se passe dans cette forêt. C'est important de parler de cette forêt. Il est 18h et quelques minutes. Ici à Macenta, nous venons à peine de résoudre notre problème. Le document qui nous empêchait d'aller à Ziama. Donc du coup, demain matin, on continue le trajet. Ça a été vraiment très pénible, mais on n'a pas lâché. On a pu vraiment nous battre jusqu'au bout. Ici, on est dans la Guinée forestière, c'est le nom de la région. Imaginez 10 ou 12 fois la surface de Paris qui serait couverte d'arbres et de lianes et qui abriterait des éléphants et même la panthère. Elle fait 1200 km² et se trouve entre la Guinée et le Libéria. Et c'est une très grande fierté pour nous, les Guinéens. Pour bien comprendre l'importance de cette forêt, il me fallait rencontrer un acteur local qui maîtrise bien le coin. Avant, nos parents cultivaient simplement pour se nourrir. Mais aujourd'hui, il y a une gourmandise à caractère commercial. Les gens qui vont des fois clandestinement scier dans les périphéries de la forêt. En 2004, il y avait 214 éléphants. Mais le dernier inventaire de FFI laisse attendre qu'il n'y a que près d'une quinzaine d'éléphants. Où sont partis les autres? On se pose la question, si les éléphants ont migré vers le Libéria ou s'ils ont été tués par les braconniers. Voilà autant de menaces qui fait que si les dispositions ne sont pas prises, cette forêt risquera de disparaître. Vous voyez, c'est juste magnifique. On a eu assez de difficultés pour pouvoir accéder à la forêt, mais néanmoins, on est là, vous regardez, c'est somptueux. Donc c'est important d'être accompagné quand on a envie de venir par là. Oui, oui, justement, parce que même pas pour la connaissance de la forêt, mais il y a la sécurité. Il y a des animaux féroces à l'intérieur, donc il faut être toujours accompagné. Juste derrière moi se trouve l'arbre Kaya. C'est l'un des plus gros de la forêt de Ziama. Et pourquoi, selon vous, c'est important de protéger cette forêt-là? Et toi-même, tu sens c'est fantastique. Voilà, comment c'est joli, c'est beau, ces paysages, l'air est frais, c'est tranquille dedans. Donc, vu le rôle que ça joue, l'équilibre naturel que ça crée, je pense que c'est primordial de préserver cet acquis, la forêt. En tout cas, ils vont nous trouver sur le chemin. On se bat, on accompagne les efforts de l'État pour sa préservation. Nous, en tant que jeunesse, jeunes, on va se battre. C'est fabuleux quand même. Avec une dose de fatigue, on sort de là, quoi. Mais c'est quand même joli à découvrir. Il faut à tout prix préserver ça. Et bien au total, on trouve dans ces poumons écologiques de l'Afrique de l'Ouest plus de 1300 espèces de plantes, plus de 500 espèces animales, dont une vingtaine protégées car menacées. Dans la zone, nous y trouvons également le café Ziama, d'une qualité rare qui, selon plusieurs observateurs, est influencé par le massif forestier. Et puis, il y a énormément de rivières qui prennent leur source dans la forêt et qui seraient asséchées à coup sûr si la forêt est coupée. Mais les populations locales ne se laissent pas faire. Suite à cette sérieuse menace qui pesait sur ce poumon écologique de la Guinée, une pétition avait été lancée à l'époque. Et les jeunes de la région forestière, particulièrement ceux de Macenta, se sont réunis au sein du collectif Touche pas à ma forêt. L'autorité et l'État guinéen
a compris qu'il ne devrait pas vraiment toucher cette forêt. Cette forêt, nous savons que c'est, disons, ça a un impact, pas seulement que pour la Guinée, mais ça a un impact sur l'environnement à travers le monde. Nous, chez nous, nous sommes forestiers, donc nous sommes liés à la forêt. Alors, une fois qu'il n'y a plus de forêt, c'est que nous cessons d'exister. Donc notre vie dépend de cette forêt. Pendant même que certains dirigeants mondiaux, comme le président américain Donald Trump, nient l'évidence du changement climatique. Pour moi, l'action de ces jeunes mérite d'être encouragée. Des exemples montrent que la mobilisation peut payer. L'État guinéen ne devrait surtout pas permettre à des sociétés profiteuses de brader de ressources forestières. Je suis sûr que le maire de Sérédou et d'autres responsables de la protection de cette forêt me regardent en ce moment. Vous devez unir vos forces pour empêcher que ces imposteurs de la nature vous empêchent de respirer de l'air et ôtent à la région forestière le mot forêt. Ainsi s'achève notre série sur les routes de la Guinée. J'espère que vous avez bien aimé et admiré le parcours. Laissez vos différents avis dans les commentaires tout en regardant d'autres vidéos de haut-parleurs. À très bientôt.